Hello les docs, hello les médecins, hello les futurs médecins, hello les étudiants en médecine. Aujourd'hui, cette vidéo est pour vous. Je sais que le cours de noyaux gris centraux est un cours un peu barbant, un cours qui est un peu difficile à comprendre, or que non, il n'est pas difficile à comprendre. Il suffit juste une petite concentration, une petite compréhension, bien sûr. Alors pourquoi ce cours il est très important? Parce que c'est le cours qui va vous permettre de comprendre le mécanisme physiopathologique de la maladie de Parkinson, qui est une maladie très fréquente. Il va vous permettra aussi de comprendre l'hémibalisme. Alors, je sais que c'est un peu... il y a des points d'interrogation dans vos têtes. Ne vous inquiétez pas, on va attaquer ce cours et on va commencer. Let's get started. Alors, d'abord pour l'introduction. Pour comprendre les noyaux gris centraux, il faut comprendre c'est quoi d'abord et où ils sont situés, qu'est-ce qu'ils font. Après, si on a un problème, une pathologie dans ces noyaux, qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc tout ça, on va le voir petit à petit. Alors d'abord, c'est quoi les noyaux gris centraux? C'est des ganglions, comme on les appelle en latin, basal ganglia, c'est-à-dire des ganglions de la base. C'est quoi ces ganglions? Ce sont 4 structures paires. Ça veut dire quoi, paire? Ça veut dire de chaque structure, on a sa sœur. On peut dire comme pour les chaussures. On n'a pas une seule chaussure, on a toujours 2 chaussures, c'est-à-dire une paire de chaussures. Donc si je vous dis qu'on a 4 noyaux, 4 structures de noyaux gris centraux, alors ayons en tête qu'on a 8. Chaque structure a une autre en parallèle. Voilà, donc vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Alors, on avait dit 4 structures paires. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est une structure anatomique paire. Alors, où ils sont situés? Alors, ils sont situés dans le télencéphale, le diencéphale et le mésencéphale. Mais c'est quoi ces structures? Vous n'en avez pas forcément entendu déjà parler, ou peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais vous ne comprenez pas c'est quoi. Alors, je suis là pour vous. Je vais vous donner le rappel anatomique, voire le rappel embryologique. Alors, on va faire vraiment un très petit bref rappel anatomique qui va pas, un rappel embryologique qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors, pour le développement du système nerveux, comment il s'est développé? Alors, tout a commencé par une plaque neurale qui était comme ça. Après, cette plaque neurale a formé une gouttière, on l'a appelée le stade de la gouttière neurale. Si cette gouttière s'est fermée, on a appelé ça le tube neural. C'est ça les étapes de l'embryologie. Voilà, et vous dites que l'embryologie est difficile? Alors, alors je plaisante. Alors pour ce stade de tube neural que vous voyez donc ici, il est au fait formé comme ça. Donc il a une structure un peu bizarre. Alors on appelle ça le renflement. Voilà, c'est une partie, pardon, c'est pas un renflement, c'est une partie renflée. Alors cette partie renflée, c'est le futur donc cerveau. J'écris très mal. Et là, cette structure-là, c'est la future moelle épinière comme vous voyez. Alors nous, ce qui nous intéresse, puisqu'on est dans les noyaux gris centraux qui sont situés dans le cerveau et non pas dans la moelle épinière, eh bien, on va se concentrer sur le cerveau. Alors ce cerveau, il va subir des modifications. Donc il va donner 3 vésicules. Alors vous allez voir. Ces 3 vésicules dont je vous ai parlé, ce sont ces vésicules. Alors il va être divisé en prosencéphale, mésencéphale et rhombencéphale. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça, c'est juste pour comprendre, parce que si on comprend un truc, on ne va pas l'oublier par la suite. Donc maintenant, si je vous dis diencéphale, téléencéphale, dès que vous vous rappelez de ce schéma, vous n'allez plus rien oublier. Alors c'est pour ça que je vous fais ça. Alors pour le prosencéphale, il va être par la suite divisé en 2, en télencéphale et en diencéphale. Le mésencéphale ne va pas être divisé, il va rester comme tel. Le rhombencéphale, il va être divisé en 2, métencéphale et myélencéphale. Alors pour la moelle épinière, ne regardez pas parce que ce n'est pas notre cours, on ne va pas la voir.
Alors, on avait dit le prosencéphale va donner télencéphale et diencéphale. Alors, le télencéphale, c'est quoi? Eh bien, le télencéphale, c'est les futurs hémisphères cérébraux. C'est les hémisphères cérébraux. Le diencéphale, alors, pour se rappeler plus tard de c'est quoi diencéphale, rappelez-vous de cette petite structure-là. Et bien, cette petite structure, c'est le thalamus. Donc, le diencéphale, qui dit diencéphale, dit thalamus. Bon, je n'ai pas la place ici. Non, diencéphale, c'est thalamus. C'est simple, c'est pas sorcier. Pour le mésencéphale, qu'est-ce qu'il va nous donner par la suite? Alors, de cette partie à là, c'est le tronc cérébral. On est d'accord. Donc, pour le tronc cérébral, comme vous savez, il est divisé en trois. Alors, ayez en tête qu'à partir du mésencéphale, on a la protubérance annulaire et on a le cervelet. Et à partir du myélencéphale, on a le bulbe. Donc, le myélo. Déjà, comme son nom l'indique, vous savez qu'on dit une moelle allongée. Le bulbe, il est appelé moelle allongée. Je sais que c'est un peu, pardon, attendez, je vais vous dessiner un peu le tronc cérébral. Voilà. Alors, voilà le tronc cérébral. La partie qui est là, qui est en haut. Donc, vous allez la voir, cette partie-là. Alors, c'est le mésencéphale. La partie qui est moyenne, qui est au milieu, on l'appelle le pont. Et la partie inférieure, c'est ça le bulbe. Donc, le bulbe, on l'appelle aussi la moelle allongée. Elle est en contact direct avec la moelle épinière. Donc, le bulbe, vous l'avez déjà en tête. Donc, le bulbe, c'est la moelle allongée. Donc, qui dit moelle allongée, donc vous rappelez que ça vient de myélencéphale. On s'en fout de ça. Puis, on a donc le pont. Alors, le pont, il vient donc du mésencéphale. Alors, ayez en tête que le pont vient du mésencéphale. Et pour le mésencéphale, il a gardé son nom, comme celui de l'embryonnaire. Mais le stade dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais revenir sur le schéma pour que vous puissiez comprendre. Donc, voilà. Alors, on avait dit que le myélencéphale, il a donné le bulbe, c'est clair. Le mésencéphale, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné la partie qui est au milieu, c'est-à-dire le pont, bien la protubérance annulaire, mais il va donner aussi le cervelet, ça on s'en fout, mais ayez en tête ça. Le mésencéphale qui nous intéresse beaucoup, donc on a dit qu'il va nous donner la partie supérieure du tronc cérébral. Et donc, c'est le mésencéphale, il a gardé son nom. Le diencéphale, comme je vous ai dit, ayant en tête ça, il va donner le thalamus. Le télencéphale, il va donner les hémisphères cérébraux. J'espère que c'était vraiment clair. Alors maintenant que je vous ai fait un rappel anatomique et embryologique, vous comprenez maintenant très bien c'est quoi le télencéphale, c'est quoi le diencéphale et c'est quoi le mésencéphale. Donc ces noyaux gris centraux, ils sont situés, c'est-à-dire on va dire ils sont éparpillés dans toutes les structures du cerveau. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Alors, ce sont des masses de substances grises. Ils sont riches en corps cellulaires, comme vous savez, dans le système nerveux. On a des axones et on a des corps cellulaires. Voilà, je vais vous dessiner. Alors, on a un corps cellulaire et on a l'axone. Donc, cette substance grise, elle est riche en corps cellulaire. Donc, voilà. Après, ils ont des liaisons avec le cortex moteur, avec le diencéphale, le cervelet ou encore les noyaux du moteur du tronc cérébral. Vous allez voir ça par la suite. Alors on dit, c'est-à-dire conventionnellement, traditionnellement, que ces noyaux gris centraux, ils ont un rôle dans la motricité. D'ailleurs, on a pu donc prouver ça par, s'il y avait une lésion de ces substances, on avait toujours des troubles moteurs comme la maladie de Parkinson et la maladie donc, de Huntington. Mais récemment, ils ont démontré que ces noyaux gris centraux, ils ont vraiment
des rôles, ils sont pas juste pour la motricité, ils ont des rôles pour la cognition, l'humeur, pardon, et le comportement. Mais vous ayez en tête que ces noyaux gris centraux servent à la motricité. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, essayez de concentrer le maximum parce que si vous comprenez ce que je vais vous expliquer maintenant, le cours va être un gâteau pour vous. Vous allez vous régaler en faisant ce cours. Alors maintenant, on va parler d'abord, c'est quoi donc cette structure qui est ici. Comme on avait dit, chaque structure a une autre structure qui est parallèle à elle. C'est des paires. Alors cette structure, c'est le noyau codé. Alors le noyau codé, pourquoi il est appelé comme ça? Parce qu'il a une forme de fer à cheval. Quand vous le voyez ici de profil, et bien voilà le noyau codé. Alors il a donc une forme de fer à cheval. C'est ça le noyau codé. Donc il va attacher cette structure dont je vais vous parler après. Il se termine par un corps amygdaloïde. Donc on va redire. Alors ça, c'est le noyau codé. Voilà le noyau codé. Pourquoi il est appelé codé? Parce qu'il est en forme de fer à cheval. Donc il enserre donc le putamène et le pallidum. Donc il enserre le putamène et le pallidum. Donc voilà, ici il enserre le putamène, vous allez comprendre c'est quoi le putamène, et on enserre le thalamus aussi. Donc il se termine par, alors il se termine par quoi? Par ça. Et ça, on l'appelle le corps amygdaloïde. Mais on s'en fout de ce corps amygdaloïde. Donc, ce qui nous importe, nous, eh ben, c'est le noyau codé. Donc, on a commencé par les noyaux gris centraux, le noyau codé, et en tête qu'il est proche donc des ventricules latéraux. Après, donc, on a le putamène. C'est quoi le putamène? Alors, le putamène, il est là. Attendez. Oh non, j'ai oublié. Oui, voilà. Donc, voilà le putamène. C'est cette structure-là. C'est cette structure, elle s'appelle le putamène. Alors, je vous ai dit que le noyau lenticulaire, le noyau codé, il est attaché avec lui, donc le putamène. Donc voilà, il a attaché le putamène. Donc le noyau codé, il est attaché au putamène. Au putamène, il est attaché au noyau codé. Alors ces deux, puisqu'ils sont attachés, donc on les appelle comment? Le noyau codé plus le putamène, eh ben c'est le striatum. Donc ces deux structures qui sont là, ils sont appelés le striatum. Donc ça et ça, c'est ce qu'on appelle le striatum. Donc récapitulons, on a le noyau codé. Il est appelé codé parce qu'il a une forme de fer à cheval. Donc il est lié donc, au putamène. Il se termine par un corps amygdaloïde. Le putamène, c'est un volumineux donc noyau qui est disposé latéralement au thalamus. Donc vous allez voir où est le thalamus. Donc ayez en tête que le noyau codé plus le putamène, c'est le striatum. Donc noyau codé plus putamène, c'est le striatum. Très bien. Maintenant, on a terminé avec le striatum, donc on va parler du pallidum. Donc le pallidum, c'est cette substance-là. Donc celle qui est
donc en vert foncé et vert clair. Voilà, c'est des deux substances parce qu'on l'a divisé en deux. On a le globus pallidus externe et le globus pallidus interne. Donc voilà. Donc on a ça, c'est l'externe et ça, c'est l'interne. Donc ça, c'est le globus pallidus interne et ça, c'est le globus pallidus externe. Or que non. Alors j'ai un peu mélangé les choses. Donc ça, c'est l'interne parce qu'interne, c'est en rapport avec ça. C'est ça l'interne. Donc ça, c'est l'interne et ça, c'est l'externe. Je m'excuse. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le GPE. Ça, c'est le GPI. C'est le pallidum. Donc, on a vu le noyau codé. On a vu le putamène. On avait dit que le noyau codé et le putamène, c'est le striatum. On a parlé maintenant de pallidum. Et on avait dit qu'il est divisé en deux. Le globus pallidus externe et le globus pallidus interne. Donc, il reste quoi? Donc, on en avait vu deux structures parce que, comme vous le savez, donc le noyau codé avec le putamène, c'est une seule structure. Donc ça, c'est une seule structure. Et ça, c'est une seule structure, c'est deux. Maintenant, on va voir le noyau subthalamique. Le noyau subthalamique, ben, comme son nom l'indique, il est juste sous le thalamus. Ben voilà, c'est ça, le noyau subthalamique. Alors, le noyau subthalamique, on peut l'appeler aussi le corps de Lewis. C'est un petit noyau diencéphalique qui est situé au-dessous du thalamus. C'est rien, c'est simple. Après, donc on a fini avec le troisième, il nous reste le quatrième. Donc le quatrième, c'est quoi? Eh bien, c'est la substance noire ou appelée aussi le locus niger, qui est un noyau mésencéphalique. Là, on est dans le mésencéphale. Et là, on est dans très bien pour ceux qui ont reconnu, on est dans le diencéphale. Et là, on est dans le télencéphale. Donc, vous avez vu comment est-ce que les noyaux gris sont éparpillés un peu partout hein, dans le cerveau. Donc, voilà. On va récapituler tout ça. Donc, on avait dit qu'on a 4 structures des noyaux gris centraux qui sont disposées d'une manière paire. Donc, on a commencé par le noyau codé qui avait une forme de fer à cheval qui rattachait avec lui alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui se rappelle? Eh bien, le putamène. Putamène codé, putamène codé, ça c'est le striatum. Après, on avait vu le pallidum, et on avait dit qu'il y avait le pallidum interne et le pallidum externe. Ça, c'est le deuxième. On a vu le troisième, c'est le noyau sous-thalamique. Et on a vu la substance noire. Et on a terminé avec l'anatomie. Eh bien, des noyaux gris centraux. Voilà, c'est simple. Vous avez vu, c'est très simple. Alors, avant de commencer les différentes fonctions de ces noyaux gris centraux, il faut avoir juste en tête que la plupart des neurones des noyaux gris centraux sont inhibiteurs, c'est-à-dire ils inhibent. Qui dit inhibiteur, le neurotransmetteur que vous connaissez certainement tous, c'est le GABA. On a une seule exception, c'est quoi? C'est les noyaux subthalamiques. Alors, ils sont excitateurs, donc glutamate ou bien glutamatergique. Très bien. Donc, on va attaquer après les fonctions, la physiopathe, on va tout voir maintenant.